Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 25 avril 2022. Le peuple français a donc choisi. Emmanuel Macron a été réélu ce dimanche soir après un second tour marqué par une abstention massive pour une élection présidentielle. Le président de la République qui obtient 58,54% des voix contre 41,46% pour Marine Le Pen a donc 5 ans pour convaincre. Nous analyserons les résultats dans nos départements avec le politologue Bruno Berthier de l'université Savoie-Mont-Blanc. Et puis en football, nous verrons les images de la victoire ô combien importante du FC Annecy ce vendredi à Châteauroux. Les joueurs de Laurent Guyot se rapprochent chaque jour un peu plus de la Ligue 2. La montée pourrait même être officielle dès ce vendredi. On ouvre donc ce journal avec l'élection présidentielle. Il n'y aura donc pas de cérémonie de passation de pouvoir à l'Élysée dans les prochains jours. Emmanuel Macron, 8e président de la 5e République, a donc gagné son pari, celui d'être réélu, selon le résultat officiel du second tour, transmis par le ministère de l'Intérieur. Emmanuel Macron obtient 18,7 millions de voix, soit un score de 58,54% des suffrages exprimés. Son adversaire Marine Le Pen est crédité de 41,46% des voix, ce qui représente 13,29 millions de bulletins de vote. Voilà pour les scores à l'échelle nationale. Et pour analyser les résultats qui nous intéressent sur nos départements, j'ai le plaisir d'être en liaison vidéo avec Bruno Berthier, le doyen de la faculté de droit à l'université de Savoie-Mont-Blanc, politologue. Bonsoir Bruno Berthier. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Alors je le disais, on va le voir tout au long de ce journal. En Haute-Savoie, Emmanuel Macron est très largement devant, avec un score de 61,66 contre 38,34, des résultats bien au-dessus des résultats nationaux. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Eh bien, comme nous pouvions le pressentir donc à l'issue du premier tour de cette élection présidentielle 2022, ce résultat montre l'ancrage traditionnel à droite et disons au centre droit donc de ce département de la Haute-Savoie, puisque manifestement là, les reports ont été relativement donc important dans le camp donc de LR, dans le camp donc de la droite classique et peut-être même également de cet électorat vert qui est de plus en plus conséquent, notamment dans la conurbation annécienne, donc d'un report en faveur d'Emmanuel Macron. C'est moins vrai dans le département de la Savoie, qui à cet égard-là est plus métissé. Pour rester sur la Haute-Savoie, vous attendiez à un tel écart ? Alors, on pouvait imaginer, c'est vrai, un tel report de voix. Ce qui est notoire en Haute-Savoie, c'est dans certains bastions où le Rassemblement national a tendance, depuis plusieurs élections maintenant, à s'ancrer. Eh bien, ce qui est notoire, c'est la faible avance que peut avoir, par exemple, à Cluses, par exemple, à Rumilly, enfin, dans des communes de ce type-là. Donc, Emmanuel Macron, dans ce second tour, par rapport à sa challenger du Rassemblement national. Donc, c'est vrai qu'il y a, dans le département de la Haute-Savoie, notamment, eu un fort déséquilibre qui est de plus en plus net entre le haut des vallées, notamment dévolu au tourisme, et puis justement ces cluses, ces bas de vallée, notamment la basse vallée de l'Arve, ou alors dans l'avant-pays, dans la Cluse, dans la région de l'Albanais, étant entendu que le score d'Emmanuel Macron est encore plus élevé qu'au niveau départemental dans les communes de Chamonix, de Valorcine, de Saint-Gervais, de Combloux, etc. Donc il y a un décalage entre ces communes du haut, allais-je dire, et ces communes donc à l'habitat plus populaire, à la sociologie électorale plus populaire, donc des basses régions. La conurbation annécienne mise de côté, puisque dans ces hautes communes, le discours RN ne prend pas. On est là dans un milieu qui est favorable à une idéologie beaucoup plus libérale, ne serait-ce que sur le plan économique. Pour la Savoie, vous l'avez un petit peu évoqué, les écarts sont un peu plus resserrés avec 57,62 contre 42,38 pour Marine Le Pen. Ça représente quand même une baisse de 7 points pour le président de la République et donc 7 points de plus pour Marine Le Pen par rapport à 2017. Qu'est-ce qu'on peut en déduire ?
Eh bien, il me semble que le Rassemblement national montre là qu'il s'ancre, donc de manière durable, ce qui était déjà visible lors des précédentes échéances électorales également, mais dans ces régions qui lui sont désormais traditionnellement acquises. On pense à évidemment toute la Basse-Maurienne, toute la Combe de Savoie, de Montmélian à Albertville, le Val d'Arly, la basse tarentaise, les franges de l'avant-pays savoyard, le long du Rhône, du Guiers jusqu'à l'Albanais. Et là encore, manifestement, ce très bon score dans ces zones-là du Rassemblement national doit s'expliquer aussi par donc un report d'électeurs qui n'avaient pas forcément voté pour Marine Le Pen au premier tour et qui voulaient plus ostensiblement, sans doute, opérer un vote de barrage ou de sanction par rapport à Emmanuel Macron. Mais dans tous les cas de figure, dans les deux départements savoyards, si on a mieux voté malgré un fort taux d'abstention, si on a néanmoins mieux voté qu'au niveau national, il est à noter une forte politisation de cet électorat des deux départements. Parce que si l'on regarde les votes blancs, par exemple, qui sont de 4,5%. Je ne parle pas des votes nuls, mais des votes blancs au niveau national, eh bien, on est largement 2 points au-dessus dans les départements de Savoie et de Haute-Savoie. Donc, il y a véritablement une politisation qui est très nette de la part donc des électeurs savoyards. Et dans le contexte du vote blanc, eh bien, sans doute une partie des électeurs mélenchonistes du premier tour qui, ne se retrouvant pas dans l'un des deux candidats, eh bien, ont levé cette option en quelque sorte du vote blanc, peut-être beaucoup plus nettement que dans d'autres régions françaises. Bruno Berthet, j'aimerais attirer votre attention sur un cas particulier. Je remercie d'ailleurs Emmanuel Jaude qui m'a transmis des informations. Dans les Bauges, Emmanuel Macron a obtenu un score record de 74% à Doucy-en-Bauges, alors que Marine Le Pen, elle, a récolté 63,86% à La Chapelle-Saint-Maurice, une commune distante d'à peine 22 km de Doucy-en-Bauges. Comment ça peut s'expliquer Est-ce que ça peut s'expliquer justement? Eh bien, justement, c'est pour moi, des interrogations de ce scrutin, puisque notamment dans les Bauges, de Vent, sur donc le département de la Savoie, on avait un îlot de vote Mélenchon au premier tour de cette élection présidentielle, qui voilà, ne s'est pas forcément euh, reporté de manière très très lisible au second tour. Donc, est-ce qu'il faut voir là, plus que dans la sociologie électorale traditionnelle dans ces régions Bauges, un vote sanction? Je serais assez tenté de le dire. Mais c'est vrai que c'est un cas d'école qui m'a surpris également quand j'ai hier soir essayé d'analyser les résultats, petite micro-région savoyarde à travers la carte des deux départements. Voilà, c'est une surprise, c'est vrai, et que je ne m'explique pas vraiment bien. Bruno Berthet, restez avec moi. On va tout de suite regarder un reportage de Victoria Lopez qui a pu compiler quelques réactions d'élus et qui refait le point complet sur les résultats. Nos départements ne font pas exception dans les résultats de cette présidentielle 2022. L'écart entre les deux candidats est tout de même un peu plus faible que la moyenne nationale en Savoie. Si le département a placé le président sortant en tête, ce dernier perd 7 points de pourcentage par rapport à 2017, avec un score final de 57,6%. Marine Le Pen s'est imposée dans 4 cantons et comptabilise 42,4% des voix. Comme partout en France, la poussée du parti d'extrême droite ne laisse pas indifférents les élus locaux. Je pense que nous avons beaucoup de compatriotes qui sont en difficulté, que ce sont ces difficultés qui sont à l'origine de tout ça. Je pense que le président les a bien entendus. Dorénavant, il ne vous a pas échappé qu'il n'aura pas un troisième mandat, puisque la Constitution est ainsi faite que ça sera son dernier mandat, ce qui va lui donner une certaine liberté. Et j'ai bon espoir, en tout cas, on va l'encourager dans ce sens-là à renouer un dialogue le plus rapidement possible. À l'inverse, en Haute-Savoie, l'écart entre les deux candidats est un peu plus fort qu'au niveau du pays. Emmanuel Macron a remporté 61,7% des suffrages aux Savoyards. C'est là aussi 7 points de moins qu'en 2017. Marine Le Pen améliore son score par rapport à la précédente élection avec 38,3% des votes contre un peu plus de 31% en 2017.
Je pense qu'au fil et à mesure des années qui viendront, je pense que le peuple français continuera à s'exprimer, mais peut-être de manière différente. Là, ce soir, on laissera faire les choses, on digérera les infos, mais pour nous, non, rien n'est fini. Sans surprise, la participation dans les deux départements est en baisse. En Haute-Savoie, elle passe de plus de 76% en 2017 à moins de 74%. La baisse est moins marquée en Savoie, 75% des Savoyards ont voté contre 76,7% en 2017. En préfecture, ce dimanche soir, tous les regards étaient déjà tournés vers les élections législatives. Tous les partis sont en effet lancés dans une course aux investitures pour les 10 circonscriptions de nos départements. Aujourd'hui, on a des discussions qui sont en cours au niveau des circonscriptions de la Haute-Savoie pour effectivement faire peser ce choix social et écologiste sur l'Assemblée nationale, puisqu'il n'est pas question de laisser les rênes à un gouvernement Macron que je qualifie de libéral, avec toute la casse sociale qui s'apprête à mener. On attendait les résultats du premier tour, on attendait également les résultats du deuxième tour qui étaient très importants. Donc oui, il y a des discussions avec la France Insoumise par exemple, et donc l'idée, c'est sur un maximum de circonscriptions, ce sera probablement difficile de faire ça partout, sur un maximum de circonscriptions, avoir un seul candidat pour avoir toutes les chances d'aller au deuxième tour, voire de l'emporter. Il y a 3 tours finalement au sein d'une élection présidentielle. On élit le président de la République et puis derrière, il y a aussi ceux qui composent l'Assemblée, ceux qui représentent le peuple. Je crois que c'est peut-être la chose la plus importante. On l'a vu au moment du pass sanitaire, c'est les députés qui ont effectivement voté. Donc nous aurons des candidats partout. Une campagne à peine terminée et en voici donc une autre qui débute en France et dans nos départements. Nous élirons nos députés les dimanches 12 et 19 juin prochains. Bruno Berthier, on vient de le voir dans ce reportage de Victoria Lopez. Dès le premier tour, ça a été confirmé ce dimanche soir. Les élections législatives des 12 et 19 juin prochains sont déjà dans tous les esprits. Est-ce que ces résultats de cette élection présidentielle peuvent avoir une incidence sur le scrutin à venir ? Oui, ils en auront manifestement parce qu'il y aura, là, il faudra scruter sur chaque circonscription, mais il y aura en fonction donc des accords qui seront passés au niveau national ou non, eh bien, des candidats qui seront donc adoubés par donc, la couleur politique du parti soutenant le président nouvellement élu. Donc, les choses seront peut-être d'ailleurs même à cet égard plus tendues en Haute-Savoie qu'elles ne le seront en Savoie. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'au niveau local, l'ancrage territorial de candidats qui, pour certains, sont des figures donc connues, qui ont beaucoup labouré en quelque sorte leur circonscription. Donc cet ancrage territorial vient fausser en quelque sorte cette logique purement nationale. Et on peut imaginer qu'en Haute-Savoie comme en Savoie, des candidats LR notamment puissent l'emporter, alors qu'on l'a bien vu sur fond de premier tour, eh bien la candidate LR à l'élection présidentielle a réalisé un très très mauvais score. Il faudra voir également en la matière sur donc notamment la première, la deuxième circonscription du département de la Haute-Savoie, sur la troisième, la quatrième dans le département de la Savoie, ce qui lancera d'un potentiel candidat unique donc de la République en marche, qui ne serait pas concurrencé là par un candidat de la droite classique. Mais voilà, les choses vont être assez sportives, c'est certain, dans les quelques jours, les quelques semaines qui viennent, puisque, vous l'avez dit, ce troisième tour des élections présidentielles, il est dans toutes les têtes, dans les états-majors, on ne parle désormais que de ça depuis quelques heures. Vous nous promettez donc des belles tractations. Un mot sur l'abstention. Bruno Berthier, elle s'élève à 26% en Haute-Savoie et à 24,9% en Savoie. C'est un peu plus qu'en 2017, mais c'est moins que la moyenne nationale. Oui, traditionnellement, les départements savoyards sont plutôt de bons élèves à cet égard. Et comme je le laissais entendre tout à l'heure, moi, je note même une forte politisation de cet électorat savoyard qui, quand il va voter, prend
des positions fermes. On essayait d'analyser le report potentiel de voix sur un candidat ou l'autre. On a analysé les votes blancs. Donc, oui, je pense que dans une région, il est vrai, où une partie de la population est une population intéressée par la vie politique. On a là, dans les 2 départements savoyards, mais notamment dans le département de la Haute-Savoie, un solde migratoire très positif qui attire ici une population depuis de nombreuses années relativement jeune, sur le plan socio-professionnel plutôt favorisé. Donc ce sont des gens qui sont assez politisés. On le voit très bien avec une mouvance verte, je vais l'appeler comme ça, qui devient très très sensible et très très prégnante dans un département qui est pourtant de droite, classique, donc en Haute-Savoie, dans toute la conurbation annécienne, le long des rives du Léman, dans la haute vallée de l'Arve, c'est très net. Donc oui, on peut noter une politisation au sens non péjoratif du terme des 2 départements savoyards, ce qui explique cette toute proportion gardée, malgré le taux d'abstention toujours trop important au sens de la démocratie, néanmoins un taux de participation plus important en Savoie dans les pays de Savoie qu'au niveau national. Merci beaucoup Bruno Berthier pour tous ces éclaircissements qui, j'espère, ont permis à nos téléspectateurs de comprendre plus facilement ce qui s'est passé ce dimanche soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, en football, signalons la très belle opération du FC Annecy pour la 31e journée du championnat national. Les hommes de Laurent Guyot se déplaçaient à Châteauroux ce vendredi soir. Et au terme d'une rencontre très animée, c'est finalement Alexis Bozetti qui va marquer l'unique but annécien à la 77e minute de jeu. Vous pouvez le voir à présent à l'image. Grâce à ce 17e succès de la saison, le FC grimpe à la première place du classement en attendant Laval qui joue ce lundi soir. Prochain match pour les Hauts-Savoyards ce vendredi au Parc des Sports d'Annecy. Les Rouges pourraient même officialiser leur montée en Ligue 2 en cas de victoire contre 7, sous certaines conditions. Et puis en hockey sur glace, les Pingouins de Morzine-Avoria sont de retour en Division 1, le 2e échelon français de la discipline, ce samedi soir dans une incroyable ambiance à la Skoda Arena. Pour le match retour de la finale des playoffs, les Hauts-Savoyards ont battu Toulouse 4-3 pour s'offrir le titre de champion de France de D2. Ils rejoignent donc Chambéry et Mont-Blanc dans l'antichambre de l'élite du hockey français. Lucas Ruche a pu s'entretenir avec Jocelyn Besson, le capitaine emblématique des Pingouins. On l'écoute. On peut voir que même là en D2, l'ambiance qu'il y a eu, c'est juste incroyable en fait. Et c'est juste grâce au village, grâce aux gens qu'il y a ici qui permettent de vivre des moments comme ça en fait. Et c'est juste incroyable. En fait, c'est allé tellement vite. À la fin, en fait, on a vraiment eu le score le plus serré. Ils sont revenus sur la cage vide. Enfin voilà, ils ont marqué en 6 contre 5 à la fin du match. Et ensuite, tout est allé trop vite. Tout le monde est monté sur la glace. On a eu vraiment, mais on n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passait en fait. Et là, ça y est, on réalise et on a beaucoup de photos et de vidéos. Donc, c'est sympa aussi de revoir tout ça petit à petit quand on se réveille là. Et ouais, là, on est sur notre nuage et puis je pense qu'on va mettre quelques jours avant de redescendre et de repasser à autre chose. On se rend compte qu'on joue en fait pour ça, pour ces moments-là. Et ils sont tellement rares et ce titre était vraiment compliqué à aller chercher finalement. On a vu qu'on a mis du temps et on l'a fait et heureusement. Et maintenant, on a juste à continuer comme ça l'année prochaine si tout se passe bien. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paune. Place ensuite, juste après, à Panorama avec une émission inédite consacrée au salon Sevrier BD qui aura lieu du 6 au 8 mai prochain. Et pour ce premier épisode, Victor Lopez reçoit Vincent Poirier, le co-gérant de la librairie BD Fugue. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve avec grand plaisir mardi pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc.